bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment essentiel, la tentative de redonner vie à une langue historique, le Kikongo, en République démocratique du Congo. Oui, un enjeu important qui dépasse la simple linguistique. Ça touche vraiment aux racines culturelles, à l'identité et même à l'avenir de toute une communauté. Effectivement. Alors, pour nous guider là-dedans, on a quoi ? C'est un budget prévisionnel. Là, on est dans le concret. Les chiffres, les dépenses prévues pour organiser cet événement. C'est programmé pour juillet 2026 à Mbanza-Ngungu. Ça nous donne une idée quand même du sérieux de l'affaire. D'accord, donc notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre, d'après ces sources, pourquoi le Kikongo est considéré comme menacé, quelles actions concrètes sont envisagées pour essayer de le sauver, et puis comment tout ça s'organise, se planifie, y compris financièrement. Et côté finance, qu'est-ce qui nous révèle ce budget estimatif ? Il chiffre le coût de l'organisation des États généraux ce juillet 2026 à Mbanza-Ngungu. Alors, les postes les plus importants, ça concerne la prise en charge des participants. On a 15 000 $ prévus pour le transport des invités, 24 000 $ pour les indemnités journalières, le per diem sur 4 jours, et 36 000 $ pour l'hébergement. Rien que ces 3 postes, ça représente déjà une grosse part du budget. Oui, on voit bien l'ampleur logistique. Quels sont les autres types de dépenses prévues ? Alors, il y a les coûts directs de l'événement, les cérémonies d'ouverture et de clôture, le fonctionnement des commissions, la location de la salle et du matériel technique. Ça, c'est autour de 1 200 $. La reprographie, les photocopies, 500 $. Les boissons, 1 500 $. Ensuite, il y a des frais de communication. Prendre en charge des journalistes, 2 000 $. Faire des banderoles, 900 $, payer des reportages médias, 750 $. Mais aussi des aspects liés à l'animation et au fonctionnement général. Comme les concerts dont on parlait. Oui, tout à fait. Il y a une ligne cachée artistes, comédiens et musiciens pour 1 000 $ et une autre, concert musique folklorique tous les soirs pour 2 000 $. Ça colle bien avec l'objectif de promotion par l'événement culturel. On trouve aussi des frais de fonctionnement pour le comité de pilotage, 1 500 $, un bus interne pour les déplacements sur place, 500 $, un peu d'équipement de bureau, 1 000 $, et puis une ligne assez conséquente pour les imprévus, 8 000 $. Et si on additionne tous ces postes-là, tous ces détails, on arrive à quel montant total ? Alors, si on fait le calcul à partir des lignes budgétaires qui sont données dans le corps du document, on arrive à 165 000 $. 100 000 $. C'est un budget conséquent qui montre quand même l'ambition du projet. Bon, une fois que ces états généraux seront passés en 2026, comment on saura si ça a marché ? Si l'impulsion a été efficace, comment on mesure le succès d'une revitalisation linguistique en fait ? C'est la question essentielle, oui. Et les documents y consacrent une section sur le suivi et l'évaluation. Ils insistent sur le besoin de définir des indicateurs clairs pour voir si les actions ont un impact sur le terrain au-delà de l'événement lui-même. Et quel type d'indicateurs ils envisagent ? 2 catégories, des indicateurs quantitatifs et des qualitatifs. Côté chiffres, ce qu'on propose de suivre, c'est par exemple le nombre de parents qui se remettent activement à parler kikongo à leurs enfants, le nombre de manuels qui sont produits et surtout qui sont réellement utilisés, le nombre d'événements culturels en kikongo, chant, théâtre, contes, l'utilisation de la langue dans les églises aussi, ou sa présence sur les réseaux sociaux. D'accord, des mesures assez concrètes. Et pour le qualitatif ? C'est souvent plus difficile à saisir ça, oui. Là, on cherche à évaluer des tendances qui sont plus subjectives, mais tout aussi importantes. Est-ce qu'il y a un nouvel engouement des jeunes pour la langue kim ? Est-ce que la qualité du kikongo parlé s'améliore ? Est-ce que la langue regagne du prestige social ? Est-ce que le ministère de l'Éducation, l'EPST, donne suite aux recommandations, par exemple en intégrant le kikongo ? Et surtout, dans quel domaine la langue est utilisée ? Est-ce qu'elle reste confinée à la sphère traditionnelle ou est-ce qu'elle commence à s'immiscer dans l'administration, à l'école, dans les affaires, dans la vie de tous les jours ? Cette combinaison d'indicateurs quanti et quali, ça semble nécessaire pour avoir une image complète de la situation. Oui, tout à fait. Et il est même suggéré d'ajouter une dimension académique à ce suivi. Par exemple, accompagner des étudiants-chercheurs de l'Institut supérieur pédagogique, l'ISP de Mbanza-Ngungu, en histoire et en linguistique, pour qu'ils travaillent sur des sujets liés à la revitalisation. Ça permettrait d'objectiver un peu les observations et puis d'ancrer l'effort dans la durée. Ce qui nous amène à une question plus large, et peut-être la plus difficile. Comment on assure la pérennité de tout ça ? Un événement, même s'il est réussi, ça ne suffit pas. Comment on fait pour que l'élan ne retombe pas juste après ? Est-ce que les documents abordent cette question de la durabilité ? Ils posent les bases d'un suivi,
ce qui est déjà une première étape vers la pérennité. Mais c'est vrai que la question de la stratégie à long terme, des financements récurrents, de l'institutionnalisation des efforts au-delà du projet initial, ça reste un peu en suspens, implicitement. C'est souvent le défi majeur pour ce type d'initiative. Bon, si on essaye de synthétiser un peu, on a vu d'un côté un diagnostic assez alarmant sur la situation du Kikongo, décrit comme étant en déchéance avancée. Et de l'autre, un plan d'action très structuré, très ambitieux, pour essayer d'inverser cette tendance, avec ses états généraux comme point de départ. Un plan qui touche à la culture, à la pédagogie, à la technologie, mais aussi à la logistique et au financement. Au final, qu'est-ce que cette initiative nous dit, au fond ? Elle nous dit, je crois, que derrière la question de la langue, ce qui est vraiment en jeu, c'est la survie d'une identité collective. C'est une mémoire historique, c'est une vision du monde spécifique qui est encodée dans cette langue. C'est une affirmation de la valeur de ce patrimoine immatériel et une volonté farouche de le transmettre. Une entreprise considérable, c'est sûr, avec des défis évidents, mais aussi une approche qui semble vouloir intégrer beaucoup d'aspects, y compris des innovations culturelles propres, comme on l'a vu. Tout à fait. Et si on regarde un peu au-delà du cas spécifique du Kikongo, cette démarche en RDC, elle nous pose une question plus universelle finalement. Quelle valeur est-ce que nos sociétés d'aujourd'hui accordent réellement à la diversité linguistique ? Face à la standardisation galopante, quels efforts est-ce qu'on est collectivement prêt à faire pour préserver ces milliers de langues qui sont autant de fenêtres uniques sur l'humanité ? C'est une question fondamentale, je trouve, sur la richesse qu'on choisit de léguer ou pas aux générations futures. Une réflexion qui mérite sans doute d'être poursuivie.